Hello mes enfers, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième histoire de ma semaine d'Halloween. Alors installez-vous bien confortablement et prenez votre jus de grenade parce que ça va être explosif. Aujourd'hui, je vous parle de l'abominable meurtre de Chanda Sharer. Et si on découvrait cette affaire ensemble? C'est parti! Chanda Renée Sharer naît le 6 juin 1979 dans le Kentucky et ses parents Steven et Jacqueline divorcent alors qu'elle est encore jeune. Elle va emménager avec sa mère et son beau-père. Elle est pleine d'énergie et fait beaucoup de sport, pom-pom girl, softball, volleyball, baseball et j'en passe. En juin 1991, elle déménage dans l'Indiana après que sa mère et son beau-père se soient séparés et elle intègre le collège Hazelwood Middle School qui est situé dans la New Albany. Tout se passe très bien les 2 premiers jours et le 3e jour, une de ses amies lui confie qu'elle a une bague à rendre à son ex-petite amie mais qu'elle n'ose pas le faire. Chanda, pour l'aider, va donc le faire à sa place, ce qui va provoquer la colère de son petit ami. Ce dernier est rejoint par sa cousine Amanda qui va pousser contre un mur Chanda. Les professeurs s'en mêlent et les 2 jeunes filles sont collées pendant une semaine. Alors on peut se dire que ça va être la pire colle de leur vie, mais en fait elles vont devenir amies, voire même meilleures amies. Et la mère de Chanda ne voit pas cette relation d'un bon œil car pour elle, Amanda n'a pas vraiment une bonne influence sur sa fille, sauf que sa fille va lui dire que d'habitude Amanda n'est pas comme ça, qu'elle est très gentille et que là elle voulait seulement prendre la défense de son cousin. Amanda se confie à Chanda et lui parle de sa relation avec Melinda Loveless, une autre jeune fille de 16 ans. Melinda Loveless vient d'une famille dysfonctionnelle et son père, Larry, impose une relation libre à sa mère. Larry a déjà violé sa femme devant ses 3 filles car cette dernière avait refusé d'avoir une relation sexuelle avec lui et aussi il prête sa femme à ses collègues de temps en temps. La mère de Melinda a déjà été aux urgences après que son mari l'ait tabassée car cette dernière avait refusé de lui ouvrir la porte quand il était rentré chez eux avec 2 jeunes femmes rencontrée dans un bar. Elle a même déjà essayé de se suicider. Quand le père de Melinda recevait sa paye, il en profitait pour acheter des armes à feu, de l'alcool, des accessoires pour sa voiture, en laissant ses enfants affamés. De gros soupçons de pédophilie planent au-dessus du père. En effet, il aurait déjà violé ses 3 filles tour à tour et ce les unes devant les autres. La mère a également dit que depuis qu'elles sont bébés, il fait des choses à ses filles et les 2 sœurs de Melinda ont avoué avoir été violées durant toute leur enfance. Et même si Melinda a toujours nié le fait d'avoir été violée, elle a quand même avoué que jusqu'à l'âge de ses 14 ans, donc jusqu'à temps qu'elle quitte la maison, son père venait dormir avec elle. En novembre 1990, sa femme l'attaque avec un couteau car il était en train d'épier Melinda et une de ses amies qui, il me semble, était en train de se changer. Ses parents divorcent, son père déménage en Floride et Melinda n'aura plus jamais de nouvelles de lui. Au moment du départ de son père, Melinda sort avec Amanda et sa mère n'accepte pas vraiment sa relation. Melinda suit une thérapie, elle est dépressive, elle sèche les cours et elle se dispute très souvent avec sa petite amie. Un an après, Melinda se met à fréquenter d'autres filles et Amanda fait la même chose. En octobre 1991, alors que Chanda n'était sortie qu'avec des garçons, elle accepte d'aller au bal avec Amanda. Au bal, tout se passe bien jusqu'à ce qu'en fin de soirée, Melinda se précipite sur Chanda et la menace. Selon la mère de Chanda, Amanda a une très mauvaise influence sur sa fille car ses notes dégringolent et son comportement change. Un jour, sa mère va trouver une lettre d'amour que Chanda avait écrite à Amanda. Si elle a trouvé cette lettre, c'est parce que Chanda avait oublié de mettre un timbre et que la lettre était revenue à l'expéditeur. Sa mère se rend alors compte que sa fille est toujours en contact avec Amanda et que les 2 jeunes adolescents partagent des relations intimes, ce qui met sa mère en colère car sa fille a seulement 12 ans. Elle décide de changer Chanda d'école et comme cette dernière s'y plaît plutôt bien et qu'elle se fait plein de nouveaux amis, sa mère est contente et soulagée. Amanda continue d'envoyer des lettres à Chanda, mais cette dernière qui est très occupée et qui aussi écoute sa mère ne lui répond plus très souvent et l'ignore de plus en plus. En novembre 1991, alors que son père dort à l'étage et que Chanda regarde la télé, 2 jeunes filles sonnent à la porte et lui disent qu'Amanda souhaiterait lui parler. Chanda accepte, elle part se changer, puis se dirige vers la voiture. Dans la voiture, il y a une autre fille qu'elle ne connaît pas et le piège se referme sur elle lorsqu'elle rentre dans la voiture, car derrière elle, derrière le siège passager, il y a une 4e personne qui l'attend et qui a un couteau.
Tony Lawrence et Hope Repay ont toutes les deux 15 ans. Ce sont les deux jeunes filles qui ont sonné à la porte de Shanda. Et la conductrice de la voiture, c'est Laurie Tackett qui a 17 ans. Laurie a dit aux deux autres jeunes filles qu'elles allaient aller voir un concert de punk rock avant de leur avouer que ce soir, elles allaient tuer une adolescente. Au début, Tony ne la croit pas. Laurie et Hope sont les amies de Melinda et en fait, Melinda au début, elle voulait seulement effrayer Shanda. D'ailleurs, en parlant de Melinda, c'est la quatrième personne qui est derrière le siège passager et donc derrière Shanda et qui va se mettre à la menacer. Elle attrape Shanda par les cheveux et la traite de salope et les 4 jeunes filles, enfin 5 jeunes filles, se dirigent au château de la sorcière qui est une maison abandonnée. Pendant le trajet, Laurie raconte la légende urbaine du château selon laquelle 9 sorcières auraient été brûlées vives. Ça vous met un peu dans l'ambiance. Avant d'arriver au château, Melinda demande plein de choses à Shanda, notamment concernant ses relations intimes avec Amanda. Arrivée au château, Melinda et Laurie sortent Shanda de la voiture et la jettent au sol. Melinda lui attache les chevilles, Laurie lui attache les poignets et Melinda va la torturer mentalement en lui demandant si elle serait toujours jolie sans cheveux. Les filles décident de changer d'endroit et c'est le début du calvaire de Shanda Sharer. On ne sait pas trop pourquoi, mais Melinda demande à Shanda d'enlever son soutien-gorge et de l'échanger avec celui de Hope. Près d'un dépotoir, Melinda et Laurie obligent Shanda à se déshabiller pendant que Melinda lui donne des coups au visage, ce qui la fait saigner à cause de son appareil dentaire. Melinda essaie de lui couper la gorge, mais le couteau n'est pas assez aiguisé. Et donc, pendant que Hope et Tony maintiennent Shanda au sol, Melinda et Laurie la poignardent tour à tour à la poitrine. Tony et Hope retournent à la voiture et Melinda et Laurie vont continuer de torturer Shanda et cette fois-ci, elles l'étranglent. Elles remontent ensuite dans la voiture et disent aux deux autres filles que Shanda est morte, qu'elle est dans le coffre et elles se décident donc à se rendre chez Laurie. Sauf que sur la route, les filles entendent des cris provenant du coffre. Laurie arrête la voiture, sort, ouvre le coffre et poignarde de nouveau Shanda. Puis Laurie et Melinda décident de conduire jusqu'à ce que Shanda décède. Sauf que cette dernière sanglote plusieurs fois et à chaque sanglot, Laurie arrête la voiture, ouvre le coffre et la frappe avec un cric. Une fois, alors que Laurie avait ouvert le coffre, Shanda s'était levée, ses yeux s'étaient révulsés, elle respirait, cependant elle était incapable de parler. Elle pensait l'avoir tuée, sauf que non. Donc, elle décide de rouler jusqu'au lever du soleil. Et quand à un moment, Hope et Tony demandent si ça y est, Shanda est enfin morte, Laurie se vante des tortures qu'elle lui a fait subir. Et à ce moment-là, Shanda est toujours vivante, avec tout ce qu'elle a subi. Imaginez un peu le calvaire et la torture qu'elle a vécu. Ça devait être horrible parce qu'elle savait qu'elle était en train de mourir et que ces 4 jeunes filles n'allaient pas l'aider et n'allaient pas la sauver. Laurie rentre chez elle avec ses amis, ce qui réveille et énerve sa mère, et donc cette dernière lui demande de raccompagner les filles chez elle. Sur la route, elles s'arrêtent à une station d'essence, elles achètent une bouteille de Pepsi qu'elles boivent et qu'elles remplissent ensuite d'essence. Elles roulent ensuite jusqu'à une région boisée, puis toutes les filles sortent de la voiture, sauf Tony qui reste à l'intérieur. Elles ouvrent le coffre et elles aspergent le visage de Shanda avec du Windex, c'est en nettoyant pour vitre. Elles enroulent ensuite Shanda dans une couverture rouge, lui renversent de l'essence dessus. Laurie craque une allumette et met le feu à Shanda alors que cette dernière est encore vivante. Elles repartent ensuite en voiture et Melinda devient parano. Elle est persuadée que Shanda n'est pas morte, donc les 4 filles reviennent sur le lieu du crime. Melinda sort de la voiture, remet de l'essence sur le corps, recraque une allumette et cette fois-ci, elles s'en vont pour de bon. Après 8 heures de torture, le 11 janvier 1992 à 9h, Shanda décède et ses derniers mots ont été « Maman ». Les 4 adolescentes prennent un petit déjeuner au McDo et l'une d'elles rigole en disant que sa saucisse cramée ressemble au corps de Shanda. Laurie ramène Tony et Hope chez elle, puis elle rentre chez sa mère avec Melinda. Une fois sur place, Melinda appelle Amanda pour lui raconter ce qu'elle venait de faire, mais Amanda ne la croit pas. Melinda et Laurie sont énervées qu'Amanda ne les ait pas crues, donc elles appellent une autre amie, Crystal, qui ne les croit pas non plus. Elles vont donc montrer aux 2 filles le coffre ensanglanté, puis Amanda embrasse Melinda en lui disant qu'elle ne dirait rien. Le père de Shanda déclare la disparition de sa fille vers 14h car avant il se disait qu'elle était certainement partie plus tôt. Il contacte sa mère et en voyant le sac de sa fille sur la table, elle se dit que quelque chose ne va pas. Elle appelle donc les amis de Shanda,
dont Amanda, et tous ses amis vont dire qu'ils ne savent absolument pas où Shanda est et ce qu'il s'est passé. Tony, qui se sent de plus en plus coupable, se rend au commissariat et immédiatement la police fait le lien avec le corps qu'ils avaient trouvé 12 heures auparavant. Ils savaient seulement qu'elle avait été brûlée vive car ils avaient retrouvé de la fumée dans ses poumons, ce qui prouvait qu'à ce moment-là, elle respirait encore. Ils se sont même demandé au début si ce n'était pas un sacrifice humain. Le problème est que Tony ne connaît seulement que le prénom de la fille, Shanda, et la ville où elle vivait, Clark County. Ils appellent la police de là-bas et font rapidement le lien, puis la police annonce aux parents de Shanda que leur fille a été assassinée. La mère de Shanda est bouleversée, donc les enquêteurs décident de ne pas lui en dire plus. Cependant, elle va apprendre tous les détails dès le lendemain aux informations. Et à sa place, j'aurais peut-être préféré apprendre les détails via les enquêteurs plutôt que via les informations. Les 4 filles sont jugées comme des adultes. Toni Lawrence s'automutilait, elle a été victime de viol pendant l'enfance. C'est une tueuse qui n'a pas vraiment participé au meurtre, mais qui a surtout assisté au crime, donc elle ne risque pas la peine de mort. Elle plaide coupable pour séquestration et écope de 20 ans de prison sans période de sûreté. Après avoir purgé 9 ans de prison, elle est libérée en l'an 2000. Hope Repay n'a pas physiquement blessé Shanda, mais elle a tout de même été plus active dans le meurtre que Toni Lawrence. Elle est condamnée à 60 ans de prison, auxquels s'enlèvent 10 ans de prison, car elle a des circonstances atténuantes, elle aussi s'automutilait et avait été victime d'abus sexuels. Au final, elle sera libérée en 2006 après 14 ans de prison. Lori Tackett était une rebelle qui se rasait la tête et qui avait des pratiques occultes. Elle dira qu'elle ne connaissait pas Shanda Sharer et qu'elle n'avait pas du tout prévu ce qui allait se passer. Lori Tackett et Melinda Loveless plaident coupables pour éviter la peine de mort et elles sont condamnées à 60 ans de prison pour meurtre. En prison, Melinda entraîne des chiots qui sont destinés à des personnes handicapées et la mère de Shanda a fait un don de chiots à Melinda. D'ailleurs, elle a été critiquée pour ce geste, mais cette dernière a dit que c'était sa façon de gérer son deuil et que c'est ce que sa fille aurait voulu. Lori Tackett est libérée en janvier 2018 après presque 26 ans de prison et Melinda Loveless en septembre 2019 après avoir été enfermée presque 27 ans. La mère de Shanda est devenue alcoolique et pendant 10 ans, elle a pleuré sa fille, elle a même tenté de se suicider. Elle a ensuite repris sa vie en main et a créé la fondation Shanda Sharer qui aidait 2 enfants par an avec une bourse, mais cette fondation n'existe plus. Voilà, c'est la fin de cette terrible histoire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette affaire et ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve demain pour l'histoire 3 de ma semaine d'Halloween.